Imaginez un jeu, non pas un jeu de hasard ou de stratégie, avec des dés ou des cartes. Imaginez un jeu qui se joue avec la totalité du savoir humain. Un jeu où la pureté d'une formule mathématique pourrait dialoguer avec la mélancolie d'une sonate de Bach. Où la sagesse d'un philosophe grec viendrait éclairer les chroniques d'une lointaine dynastie chinoise. Ce jeu, c'est le rêve absolu de l'esprit humain. Une quête vertigineuse de l'harmonie parfaite entre toutes choses. Et c'est au cœur de ce jeu, de cette symphonie des idées, que nous allons plonger aujourd'hui. Le jeu dont je vous parle est l'invention sublime d'un esprit immense. Il est au centre d'une œuvre tout aussi immense. Un véritable testament littéraire. Le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Publié en 1943, en pleine tourmente mondiale, ce livre a valu à son auteur, quelques années plus tard, le prix Nobel de littérature. Alors, je vous l'accorde, c'est un roman qui peut paraître dense, parfois même intimidant avec sa profondeur philosophique. Mais vous allez voir, ces questions sur la connaissance, sur le sens de nos vies et sur notre rapport à la culture résonnent avec une force incroyable aujourd'hui, à notre propre époque. Ma mission, au cours des prochaines minutes, est donc simple, vous en donner les clés, vous le rendre accessible de manière claire et, je l'espère, passionnante. Ensemble, nous allons d'abord explorer la fascinante province utopique de Castalie, ce sanctuaire du savoir. Puis, nous tenterons de percer les secrets de ce fameux jeu des perles de verre. Et enfin, nous suivrons le destin de son plus grand maître, le personnage inoubliable de Joseph Knecht. Préparez-vous donc à un voyage au sommet de l'intellect, bien sûr, mais aussi au plus profond de l'âme humaine, là où la connaissance rencontre la conscience. Alors, installez-vous confortablement. Et si ce genre d'exploration littéraire vous parle, si vous avez envie de continuer à décoder les grandes œuvres avec moi, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne et pour laisser un pouce bleu sur cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça m'aide immensément. Le voyage commence maintenant. Notre premier arrêt dans ce voyage est un lieu qui n'existe sur aucune carte, une province de l'esprit nommée Castalie. Pour comprendre Castalie, il faut d'abord comprendre ce qu'elle fuit. Et ce qu'elle fuit, c'est une époque de chaos intellectuel, une époque que Hermann Hesse, avec une prescience quasi prophétique, a baptisée l'âge du feuilleton. Fermez les yeux et imaginez. Un bruit de fond permanent, un torrent d'informations superficielles où chaque opinion, même la plus futile, est amplifiée. Une culture de l'instantané, du débat stérile, du divertissement qui ne divertit plus, mais anesthésie simplement l'esprit. Un monde où la quantité d'informations a étouffé la qualité de la pensée. Cet âge du feuilleton, ne vous semble-t-il pas étrangement familier? Face à cette cacophonie, face à cette dévaluation de la connaissance, Hess imagine une réponse radicale, une sorte de projet fou, le projet Castalie. Castalie, c'est une province autonome, entièrement retirée du monde. Imaginez une sorte de parc national, non pas pour protéger une faune ou une flore menacée, mais pour protéger l'esprit humain lui-même. C'est une réserve naturelle pour intellectuels. Son but est d'une pureté absolue, préserver le savoir humain de toute corruption, le mettre à l'abri du vacarme de la politique, de la course à l'argent, des passions éphémères qui agitent le monde extérieur. Ici, la vérité et la beauté ne sont pas des moyens pour atteindre autre chose, elles sont la finalité même de l'existence. La vie y est donc simple, rigoureuse, ascétique. Pensez à un monastère, mais un monastère laïque. Un lieu où la prière serait remplacée par l'étude des mathématiques, où le chant grégorien serait supplanté par l'analyse d'une sonate de Mozart. Un ordre où les moines sont des érudits, des musiciens, des penseurs, entièrement dédiés à la contemplation et à la méditation. Mais ce sanctuaire a un prix,
et il est élevé. Pour entrer dans cet ordre, ses membres doivent faire le vœu de renoncer à tout ce qui constitue la vie ordinaire, renoncer à la famille, renoncer aux biens matériels, renoncer à une carrière dans le monde. C'est une élite, non pas de naissance ou de fortune, mais une élite de l'esprit, une fraternité d'hommes cooptés pour leur talent et leur discipline, et qui consacrent chaque instant de leur vie à la culture de l'intelligence. C'est dans ce creuset de silence et de concentration que va naître l'expression la plus pure, le joyau de la couronne de l'esprit castalien, le fameux jeu des perles de verre. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux jeu des perles de verre, qu'est-ce que c'est concrètement? D'abord, oubliez tout ce que vous savez sur les jeux. Ici, il n'y a ni gagnant ni perdant. Pas de points à marquer, pas d'adversaire à vaincre. Le jeu des perles de verre est d'une autre nature. C'est l'activité la plus noble, la plus complexe de Castalie. Ce n'est pas une compétition, mais une méditation. C'est un acte de pure création intellectuelle. Son principe est à la fois simple dans son intention et vertigineux dans son exécution. Il s'agit de trouver et de tisser les liens invisibles, les correspondances secrètes qui unissent toutes les disciplines humaines. Les perles de verre, qui donnent leur nom au jeu, ne sont pas des objets matériels, ce sont des symboles, des hiéroglyphes de la pensée. Chaque perle est un code qui peut représenter une idée philosophique, un théorème mathématique, une œuvre d'art, un motif musical, une loi de la physique. Le joueur, lui, est un architecte de l'esprit, un poète des concepts. Il est à la fois un artiste et un scientifique qui ne peint pas avec des couleurs mais avec des idées. Il compose une véritable partition, une symphonie où les notes sont des fragments de tout le savoir du monde. Mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? Comment joue-t-on à ce jeu? Pour le rendre plus concret, utilisons une image. Imaginez que vous êtes un grand chef d'orchestre. Votre orchestre n'est pas composé de violons et de flûtes. Il est composé de la totalité des idées du monde. Vous vous tenez là, baguette à la main, prêt à créer. Vous pourriez commencer votre composition par un thème principal, disons celui de la gravité en physique. La loi de Newton, cette force implacable qui nous ancre au sol, qui régit la danse des planètes. Puis, en contrepoint, vous faites entrer un autre instrument, vous jouez une autre perle, l'idée de la chute dans la pensée chrétienne, cette chute spirituelle hors du paradis, ce sentiment de perte et de pesanteur qui marque la condition humaine. Vous sentez comment ces deux idées de chute, l'une physique et l'autre métaphysique, commencent à dialoguer. Et au moment où ces deux forces de pesanteur semblent dominer la composition, vous introduisez une variation inattendue. Vous convoquez la structure d'une fugue de Jean-Sébastien Bach, avec ses lignes mélodiques qui s'élèvent, qui s'entrelacent et qui semblent défier la gravité elle-même, dans une quête sublime vers le divin. Enfin, pour conclure, pour apporter une résolution à cette tension, vous pourriez finir sur une note de philosophie stoïcienne, sur l'acceptation sereine de ce qui pèse sur nous, de notre destin, ouvrant ainsi une forme de libération, non pas en fuyant la gravité, mais en l'accueillant. Vous le voyez, le but n'est pas de prouver quoi que ce soit. Le but, c'est de créer une harmonie, une beauté intellectuelle fulgurante, de révéler, le temps d'une partie, la structure cachée du monde. Le jeu des perles de verre, c'est finalement ça, la quête sublime de l'unité qui se cache derrière la diversité infinie de la création humaine. C'est la certitude que tout, absolument tout, est secrètement et magnifiquement relié. Maintenant que nous avons exploré ce monde et son jeu sublime, une question se pose. Qui sont les hommes qui habitent ce sanctuaire de l'esprit?
Le jeu des perles de verre n'est pas un traité abstrait, c'est avant tout une biographie. La biographie fictive, et pourtant si réelle, de celui qui fut le plus grand maître du jeu, Joseph Knecht. Son nom déjà est une clé. En allemand, Knecht signifie le serviteur. Et ce nom n'est pas un hasard, il est une prophétie. La question qui va hanter tout le roman est serviteur de quoi ou de qui? On le rencontre enfant, jeune garçon doué, mais encore inconscient de son potentiel. Et on assiste à la scène fondatrice de sa vie, sa vocation. L'un des plus grands dignitaires de Castalie, le maître de musique, un homme âgé et sage, vient le rencontrer. Il ne va pas lui faire passer un examen, il va lui faire vivre une révélation. Le vieil homme joue un air sur sa flûte, puis il attend au jeune Joseph et l'invite à répondre. Et l'enfant, timidement, ne se contente pas de répéter la mélodie. Il la continue, il la transforme. Il y répond avec une intelligence musicale innée. Dans cet échange de notes, dans la vibration de l'air entre eux, une reconnaissance a lieu. Le maître ne teste pas sa mémoire, il écoute son âme. Il a trouvé un futur disciple. À partir de cet instant, le destin de Joseph Knecht est scellé. Il entre dans les écoles d'élite de Castalie, comme celle de la Walzer. Il suit une formation d'une rigueur absolue. Il absorbe les savoirs, il maîtrise la musique. Il se plie à la discipline de l'ordre avec une aisance naturelle. Il incarne l'idéal castalien dans toute sa splendeur. Il est brillant mais sans arrogance, discipliné mais sans rigidité, humble et entièrement dévoué à la beauté du jeu et à la mission de Castalie. Son ascension est donc une évidence, fulgurante mais parfaitement logique. Il devient un joueur virtuose, dont les parties sont des événements, des moments de grâce qui fascinent tout l'ordre. Il gravit chaque échelon de la hiérarchie jusqu'au jour où il atteint le sommet absolu. Par élection, il est nommé Magister Ludi, le maître du jeu, la plus haute fonction, la charge la plus sacrée. Il est désormais le gardien et le plus grand praticien de l'art suprême de Castalie. Et c'est là, au zénith de sa gloire, qu'il est important de comprendre qui est Joseph Knecht. Il est le pur produit de Castalie, le chef-d'œuvre du système. À ce moment précis de sa vie, sa foi en l'ordre et en la perfection de son monde est totale, absolue, sans aucune réserve. Et nous voici donc au sommet. Joseph Knecht, le maître du jeu, au zénith de son art, au cœur de la perfection castalienne, l'incarnation d'un idéal. Et pourtant, c'est précisément là, au point culminant de la gloire, au cœur même de la perfection, qu'une fine fissure commence à apparaître, une fêlure dans l'ivoire immaculé de sa certitude. Un malaise subtil, presque imperceptible au début, s'installe en lui. D'où vient ce doute? Il vient d'une discipline que Castalie chérit, mais peut-être sans en comprendre la nature profonde. Il vient de l'histoire. En tant que maître du jeu, Knecht a un accès total aux archives du monde. Et en se plongeant dans l'étude des siècles passés, il fait une découverte vertigineuse. Il réalise que Castalie ne vit pas dans l'histoire, elle vit à côté. Elle observe le fleuve tumultueux du temps depuis une rive sûre, propre et stérile. Elle se contente de conserver le passé, comme un trésor dans un musée, sans jamais participer au présent, ni se soucier de préparer l'avenir. La perfection de Castalie, c'est celle d'une chose figée. Ce sentiment diffus va prendre chair et âme à travers des rencontres décisives. Des rencontres qui sont comme des fenêtres ouvertes sur ce monde que Castalie a choisi d'ignorer. La première est un tournant majeur, sa rencontre avec le père Jacobus. Imaginez, un moine bénédictin, un grand historien, mais un historien qui vit dans le monde, au service de l'Église, engagé dans les affaires de son temps. Père Jacobus lui révèle une vérité aussi simple que dérageante. La vérité n'est pas qu'une abstraction pure que l'on manipule dans un jeu
aussi sublime soit-il. La vérité s'incarne. Elle a les mains sales. Elle vit dans l'imperfection, dans les compromis, dans la complexité chaotique des royaumes et des révolutions. Face à la vérité propre et ordonnée de Castali, Jacobus lui oppose la vérité vivante, souffrante et agissante de l'histoire. Et puis, il y a la deuxième rencontre, plus intime, plus personnelle. Son amitié avec Plinio Désignon. Plinio n'est pas un érudit, c'est un jeune homme du monde, un invité à Castali plein de fougue et de passion. Il est destiné à hériter des affaires de sa famille, à se marier, à avoir des enfants, à connaître les joies simples et les peines profondes de l'engagement concret. En Plinio, Knecht voit tout ce à quoi Castali, et donc lui-même, a renoncé. Pas seulement le désordre, mais aussi la chaleur, le lien, l'amour, la responsabilité directe envers un autre être humain. À travers lui, Knecht ne voit pas un savoir qui lui manque, mais une vie qu'il ne vit pas. Et là, toutes les pièces du puzzle s'assemblent dans l'esprit de Knecht, et la conclusion est terrible. Il comprend le danger mortel qui guette sa patrie spirituelle. En se protégeant du monde, en se coupant de la vie réelle, l'ordre risque de devenir un magnifique coquillage vide, splendide à l'extérieur, nacré de toutes les couleurs du savoir, mais sans la créature vivante qui lui donnait son sens. Le jeu lui-même, cet art sublime, lui apparaît soudain sous un jour nouveau et effrayant. S'il ne sert qu'à divertir une élite recluse, s'il ne nourrit pas la vie, s'il n'aide pas le monde extérieur à mieux vivre, alors ce n'est plus qu'un jeu, un narcissisme intellectuel. Et la pensée finale est la plus dure de toutes. Il craint que Castali ne soit devenu qu'un luxe, un parasite magnifique, se nourrissant de la sève de l'histoire et de la culture, produite par les siècles de labeur du monde, sans jamais rien donner en retour. Que faire lorsque le palais de votre esprit vous apparaît soudain comme une prison dorée? Que faire lorsque la perfection elle-même révèle son vide? Joseph Knecht, le maître du jeu, le serviteur de l'ordre, va prendre la seule décision à la hauteur de sa prise de conscience. Une décision impensable pour un Castalien. Un acte qui, pour ses frères, s'apparente à une trahison, à un sacrilège. Il démissionne. Il renonce à son titre de magistère ludit. Il quitte l'ordre. Il abandonne la province de l'esprit pour retourner dans le monde. Ce monde imparfait, bruyant et vivant, qu'il avait fui toute sa vie. Son objectif n'est plus de jouer avec les idées, mais de les mettre au service de la vie. Il ne veut plus créer des synthèses abstraites pour une élite. Il veut que son savoir redevienne une source qui irrigue une terre bien réelle. Et pour cela, il se donne la plus humble et la plus grande des missions, enseigner. Non pas à des foules, non pas dans une académie, mais transmettre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a appris à un seul et unique individu, pour l'aider, simplement, à vivre. Il devient alors le tuteur du jeune Tito, le fils de son ami du monde extérieur, Plinio Désignon. Et Tito, c'est tout ce que Castali n'est pas. C'est un adolescent difficile, un peu sauvage, un concentré de vie brute, d'énergie indomptable. Et c'est ici que le roman nous offre sa leçon finale, la plus puissante, la plus silencieuse. Au cours d'une randonnée en montagne, le jeune Tito, fougueux, défie son maître et plonge dans les eaux glaciales d'un lac d'altitude. Knecht, l'homme de l'esprit, l'intellectuel qui a passé sa vie dans les bibliothèques, le regarde. Et dans un instant qui contient toute sa transformation, il fait un choix. Pour prouver quelque chose à son élève, peut-être pour se le prouver à lui-même. Pour prouver qu'il est, lui aussi,
est vivant. Knecht le suit. Il entre dans l'eau glacée et il meurt d'un choc d'épuisement. Est-ce un échec? La fin absurde d'une si grande vie? Non, c'est l'accomplissement, c'est l'acte ultime de son nom, Knecht, le serviteur. En se confrontant à la vie dans ce qu'elle a de plus concret, de plus physique, de plus imprévisible, il transmet sa plus grande leçon à Tito. Une leçon qui ne passe plus par les mots ni par les concepts. Une leçon qui passe par l'exemple, par le sacrifice. La synthèse parfaite, la note finale de son existence, n'était pas une combinaison d'idées dans le jeu, mais le don total de soi à la vie. Ainsi, le jeu des perles de verre nous a emmenés dans un voyage complet. Nous sommes partis de l'utopie intellectuelle de Castelli, ce refuge magnifique bâti contre la superficialité du monde. Puis nous avons découvert le cœur battant de cette utopie, son jeu sublime, cette quête poétique d'une harmonie universelle entre toutes les choses. Au centre de ce monde, nous avons suivi l'ascension parfaite de Joseph Knecht, l'incarnation même de l'idéal castalien. Et c'est avec lui que nous avons assisté à la plus profonde des crises existentielles. La prise de conscience terrible que la connaissance, lorsqu'elle est coupée de la vie, devient stérile. Sa rupture finale, son sacrifice, nous laisse alors avec une leçon puissante, inoubliable. Le but ultime du savoir n'est pas de se contempler lui-même, mais bien de servir l'humanité et la vie, même si le prix à payer est total. Et cette leçon fait résonner une question qui traverse le temps et nous atteint aujourd'hui. La question que S nous pose est toujours aussi vibrante d'actualité, dans nos propres vies, avec nos propres passions, nos métiers. Ne construisons-nous pas, parfois, nos petites Castalis, ces bulles de confort où nous nous sentons en sécurité avec nos certitudes, bien loin du désordre et des besoins du monde? La vraie question est donc pour nous, comment pouvons-nous, chacun à notre échelle, connecter nos connaissances, nos passions, nos compétences au service de quelque chose qui nous dépasse, au service de la vie? Voilà pour ce voyage au cœur du jeu des perles de verre. Si cette analyse vous a éclairé ou inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo et bien sûr, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations littéraires. Et pour finir, j'aimerais vous inviter à jouer. Dites-moi en commentaire si vous deviez, vous aussi, créer une partie du jeu des perles de verre. Quelles deux idées ou disciplines que tout oppose tenteriez-vous de relier? J'ai vraiment hâte de lire vos associations. Merci de votre écoute et à très bientôt.